La pression est énorme, beaucoup de personnes un petit peu frauduleuses, un petit peu... Ah mais ce prix-là pour un appartement, mais c'est n'importe quoi. Ça s'est un petit peu mal passé, des fois à Dubaï, on sait comment ça se passe. Il y en a qui sont prêtes à tout pour aller closer dealer. des deals. Ah ouais. Bon, Si t'es pas loyal, mot qui est très difficile à comprendre à Dubaï par certaines personnes, Oui. tu vois. si Ouais, la femme ne c'est t'aime ça. pas, c'est mort pour toi. Ouais. Ce qui me plaît le moins, je vais pas te dire ce qui me vient vraiment en tête directement. Allez, let's go, c'est parti. Bon, bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de Broker in Dubaï. Aujourd'hui, on est avec Marie. Marie, ça va? Ça va et toi? Ça va nickel. Je suis ravie d'être là, c'est mon tout premier podcast. À chaque fois, on inaugure avec des nouvelles personnes et ensuite, après, ils enchaînent, ils font plein de podcasts. Et du coup, ça me fait plaisir parce que je t'initie au podcast et après, et par la suite, vous enchaînez avec des nouveaux. J'espère. Mais j'espère la prochaine fois faire partie du tien, du coup. Évidemment. Aujourd'hui, toujours pareil, donc on parle d'IMO, évidemment, comme d'habitude. Je te fais un petit récap, tu me dis si tout est OK, et ensuite, après, on enchaîne. Donc, alors, Marie, donc, tu as 28 ans, Oui. tu es originaire de Marseille, je devais pas le dire, c'est ça? C'est bon, je sais que j'ai fait plus jeune. Tu es originaire de Marseille, donc tu es arrivé à Dubaï il y a 5 ans en plein Covid. Tu as fait école de commerce en France et donc tu es venu sur Dubaï pour ton stage en fin d'études. C'est ça. Après, tu es resté ici. Tu as commencé l'immobilier il y a 2 ans avant de rejoindre Shoba il y a à peu près 1 an. Donc Shoba, un des plus gros développeurs à Dubaï. Oui. On en parlera après plus tard. Évidemment, avant de parler sales et immobilier, moi je veux savoir surtout pourquoi Dubaï, pourquoi tu es là. Explique-moi tout. Alors, pourquoi Dubaï? J'étais venue en vacances, je pense un petit peu comme tout le monde, découvrir. Une fois que tu viens ici, tu te rends compte la qualité de vie, le cadre, la sécurité. En fait, c'était surtout ce côté sécurité. Quand je suis arrivée, je me sentais bien, je regarde jamais derrière moi. Je pose mon téléphone, je vais aux toilettes, je reviens, je sais que personne va me voler mon téléphone. Et en fait, c'est cette sécurité-là que je n'ai pas forcément en France. J'adore la France, j'adore Marseille, évidemment, mais ce petit côté-là, c'est que à Dubaï que tu peux le trouver. Donc j'ai fait mes petites vacances, je suis rentrée en France, j'étais tellement triste de partir et je me suis dit, il faut absolument que je trouve un moyen de faire ma vie à Dubaï. Donc moi j'étais en école de commerce, il fallait absolument que je fasse un stage de fin d'études. J'étais dans brand management, marketing, options événementielles. Ok. Donc Covid, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout, donc je me suis dit, super, c'est mon moment. Et là, j'ai commencé à postuler sur Instagram. D'accord. Donc sur Instagram, je cherchais des stages dans la conciergerie de luxe. Et en fait, coup de chance, sur Instagram, on me répond, on m'a dit j'allais poster une annonce demain, comme quoi je cherchais quelqu'un. Donc j'ai passé mes entretiens et je suis partie donc toute seule. Je fais mes valises et je suis partie donc m'installer à Dubaï. Et depuis, je ne suis plus jamais repartie. J'ai pas continué mon stage. Ça s'est un petit peu mal passé. Des fois à Dubaï, on sait comment ça se passe. Souvent d'ailleurs. Il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Beaucoup de personnes un petit peu frauduleuses, un petit peu... Enfin, je n'entrerai pas trop dans les détails, mais... donc ça c'est fini. Et je suis restée. Donc je cherchais au début dans le marketing. C'est ce dont pourquoi de base j'avais étudié. En fait, j'étais vraiment destinée à aller vraiment au bureau, marketing. Ouais. Et en fait... tout ce que j'ai fait m'a amené à faire des rencontres différentes et j'ai commencé l'immobilier justement en travaillant avec certains influenceurs qui ont commencé l'immobilier. C'est comme ça que j'ai mis mon premier pied là-dedans. Et en fait, j'ai adoré et j'ai vraiment eu une passion pour l'immobilier. Moi, je ne peux pas rester juste assise et être derrière mon ordinateur et rien faire. J'ai besoin d'être à la rencontre des personnes et c'est super intéressant. T'imagines qu'il y a un investissement en jeu, c'est-à-dire que la personne a travaillé toute une vie et tu dois faire en sorte de lui faire le meilleur investissement. C'est-à-dire que c'est un enjeu énorme, c'est un challenge. Alors du coup, tu as commencé direct dans une agence, c'est ça? J'ai commencé avec une influenceuse qui faisait de l'immobilier. Donc Ok. on travaillait ensemble, elle faisait beaucoup de promotions, etc. Et moi, je faisais le premier job, on va dire le premier filtre où moi, je répondais, je qualifiais les clients. D'accord. Donc elle m'avait fait faire une formation chez une agence immobilière francophone. Donc j'avais eu 2-3 jours de formation assez intensive, mais c'était uniquement 3 jours. C'était vraiment pour pouvoir qualifier les clients, etc. J'ai commencé comme ça, j'ai beaucoup aimé, mais elle s'est arrêtée, donc je me suis arrêtée avec elle. D'accord. J'ai continué ma petite vie tranquille, mais j'avais toujours l'immobilier dans un coin de ma tête jusqu'à ce que je me dise pourquoi pas. Et j'avais recontacté cette agence qui m'avait fait une formation. Donc j'ai commencé avec eux. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont croire que l'immobilier, c'est tellement facile. On arrive à Dubaï, on fait de l'immobilier, on touche nos commissions, on devient tous multimillionnaires.
Pas du tout. C'est complètement faux. Et c'est bien pour ça que moi, j'ai compris tout de suite que ça allait être très, très compliqué. Quand on commence dans l'immobilier, les premiers deals qu'on va closer, c'est avec nos propres contacts. Tu n'as pas de contact, sois prêt, galère. Et parce que tu n'as pas de salaire, tu n'as rien. C'est pour ça que petit à petit, j'ai compris qu'il fallait être réaliste. Moi, j'étais beaucoup focus sur les projets de Shoba. Ça m'a permis d'apprendre l'immobilier, d'apprendre les différents développeurs. Et j'ai très vite compris que je ne voulais pas vendre des projets bas de gamme. D'accord. Donc, je me suis directement tournée vers Shoba. Okay. Et quand j'ai décidé de travailler directement chez le développeur, qui est complètement différent de broker, après, si tu veux, on pourra en parler un peu plus en détail, mais j'ai choisi uniquement Shoba. Je n'ai postulé qu'à Shoba. D'accord, justement, c'est ma question, parce que tu étais en train de me dire que quand on fait l'immobilier, évidemment, je te rejoins sur ce point-là, c'est pour aider le client à faire son choix unique de sa vie, mais chose que tu vas moins retrouver chez un développeur, parce que chez un développeur, tu vas vendre un projet, enfin tu vas vendre plusieurs projets, mais de ce développeur, ce qui peut peut-être pas forcément correspondre tout le temps au fameux client. C'est vrai que le broker a cette chance, cette possibilité de pouvoir proposer plusieurs projets. Ouais. Alors que moi, j'ai qu'une casquette. Moi, j'ai la casquette Shoba uniquement. C'est vrai que moi, c'est beaucoup du B2B. Donc, moi, je travaille beaucoup avec les brokers. Je suis là pour leur apporter tout le soutien nécessaire, toute la formation nécessaire, toutes les unités. Et une fois que le broker a son client, on peut faire des meetings ensemble, bien évidemment. Ça m'est arrivé beaucoup. Et beaucoup de fois, et trouver la meilleure unité. En fonction, il va me dire, voilà, mon client, il veut ça, 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 et c'est à moi, derrière, de trouver la meilleure unité. Donc, j'ai toujours ma petite partie dans cet enjeu-là. Et c'est comme ça aussi que je me retrouve, à des fois, à avoir des clients directs, parce que, voilà, il y a beaucoup de brokers, de très bons comme de très mauvais. Et les brokers qui n'ont pas cet accompagnement à 360 degrés, en fait, ils vont faire leur deal et ils les abandonnent. Ouais, mais souvent, c'est ça, d'ailleurs. Et c'est pour ça que des fois, après, il y a des clients qui vont m'appeler, qui vont me dire, bon, alors, c'est quand mon prochain paiement, et c'est comment ci, c'est comment ça. Je dis, mais pourquoi tu ne demandes pas à ton broker, c'est lui qui t'accompagne. Et en fait, le broker, il accompagne plus, il a laissé tomber. Il a fait du one-shot, il n'est pas sur une vision à long terme. Et c'est comme ça que je me retrouve aussi à avoir cette petite casquette de broker, mais à Shoba. Un petit aparté, c'est vrai que mais j'ai même des collègues qui me disent j'amène mon client chez Shoba ou chez Damac ou n'importe, parce qu'ils savent closer, comme ça je me prends pas la tête à closer. Exactement. Tu vois. Et je trouve que c'est un peu dommage et ça casse un peu le métier entre guillemets de broker. C'est dommage pour eux parce qu'ils vont perdre leurs clients. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Alors que nous, notre but, c'est d'avoir une relation long terme avec les brokers. Avec le broker, voilà, pas avec les clients. Ouais. Mais des fois, en fait, le client vient à nous et même si on le dit... Parle à ton broker. Ouais, il vient. Après, aussi, le problème, c'est qu'on est d'accord qu'il y a certains clients, entre guillemets, qui sont un petit peu malhonnêtes et qui se disent, bon, chose qui m'est arrivée, hein, je vais chez un développeur avec mon broker, et puis en fait, après, quand j'arrive dans le parking, je remonte tout seul et puis je retourne voir. Heureusement, quand même, qu'on a des sales qui sont quand même assez. C'est pour ça que je parle des mauvais côtés des brokers, mais il y a aussi des mauvais côtés chez les sales, bien évidemment. Il y a des sales qui vont te voler tes deals, te voler tes clients, on va faire une visite, ils vont garder le numéro, ils vont le closer sous une autre agence. On entend aussi beaucoup de choses malhonnêtes chez le développeur. Donc des deux côtés, la loyauté, c'est un gros problème qu'on rencontre dans les deux côtés. Vous, les brokers, un client, il va demander... Alors moi, je trouve ça normal qu'un client qui ne connaît pas bien le marché, il demande à plusieurs personnes. Oui, bien sûr. Parce qu'il n'a pas encore de référent. Mais une fois que tu as trouvé l'agent immobilier, tu sais qu'il est sérieux, tu as compris, tu as posé des questions, tu as vu qu'il était sérieux, qu'il ne disait pas n'importe quoi, reste avec lui. Oui, parce que le problème aujourd'hui, c'est que le client, il t'appelle, il va te poser une question. Comme tu dis, il va aller voir un deuxième, il va poser la même question. Oui. Puis ensuite, il va y avoir un troisième pour voir si ce que le premier et le deuxième ont dit c'est vrai. Puis ensuite, il va y avoir un quatrième pour confirmer les dires du troisième. Oui. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Puis à la fin, il se retrouve avec une dizaine de brokers et il ne sait plus où il en est. Et le problème, c'est que pourquoi le mieux, c'est de rester avec un broker. Tu as fait ton analyse, tu as trouvé le meilleur, reste avec lui. Parce que c'est ce broker-là qui va t'accompagner du début jusqu'à la fin. Le jour où tu voudras revendre ton unité, c'est ce broker-là, celui qui est sérieux que tu as choisi, qui va s'occuper de toi. Alors que si c'est juste un broker comme ça qui va t'abandonner, le jour où tu vas vouloir le revendre, tu vas aller contacter un autre broker, il va se prendre la tête pour si peu, alors que tu n'as même pas acheté avec lui, il va te dire non merci. Et en fait, il faut vraiment voir dans le long terme. Un acheteur aussi, il faut qu'il soit loyal, c'est une vraie relation.
pour le broker et le client. Après, le problème avec le broker, c'est que souvent, nous, on a des clients qui nous appellent pour faire de la revente parce qu'ils nous appellent nous parce que leur broker, il est parti. Il est même plus dans le circuit, quoi, tu vois. Oui. Et c'est un peu le problème aussi. Il est parti. Après, souvent, s'il est parti, pourquoi? C'est parce qu'il n'était pas bon. C'est l'éternel débat, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, il n'a pas réussi à être sur le long terme. Voilà, exactement. Ouais. Enfin, attention, je fais une généralité. Il y en a sûrement qui ont d'autres, peut-être, objectifs. Après, ils partent faire un tour du monde. Je sais pas, c'est possible. Oui, non, mais on est bien d'accord qu'aujourd'hui, encore une fois, comme je le redis, on est 60 000 agents immobiliers. On est bien d'accord. Sur les 60 000, je pense que dans un an, ou peut-être dans 2 ans, allez, on sera peut-être plus que 20 000, tu vois. Oui, il y en a toujours qui disparaissent. Mais c'est surtout qu'il va y avoir une grosse vague, parce qu'on va pas se mentir, le marché immobilier, même s'il y a beaucoup de transactions, le marché immobilier, il est quand même un peu plus difficile, parce que forcément, on est plus nombreux à vouloir manger la part du gâteau. Donc forcément, les mecs, ils font plus 30 deals par mois, mais ils en font plus que 4 ou 5. Et des fois, il y en a, ça leur convient pas. Donc petit à petit, ils se retirent, quoi. Oui, et puis même après, les investisseurs qui vont se rendre compte que pas forcément sérieux et qu'il aurait pu faire un meilleur investissement avec quelqu'un d'autre. Oui, bien sûr, c'est ça. Cette personne-là, sa réputation, elle va dégringoler et c'est pas le but. Ouais. Non, on est bien d'accord. Ouais. En fait, je pourrais en parler pendant des heures de ce problème-là. C'est un problème que je rencontre tous les jours et du coup, je pourrais en parler trop longtemps. En fait, le métier de sales, c'est un peu la caissière au supermarché, tu vois. J'ai l'impression, tu vois ce que je veux dire ou pas? Nous, quand on travaillait, moi, j'ai travaillé en grande distribution, tu vas comprendre. Mais quand j'étais jeune, on disait toujours que la caissière, en fait, c'était le tampon, tu vois. C'est-à-dire que quand le client il vient en rayon, il va prendre une marque, il va trouver que c'est cher ou je sais pas quoi, et quand il va arriver en caisse, il va tout lâcher. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il va dire le produit il est cher, le gars dans le rayon il est pas sympa, C'est vrai alors qu'elle a rien demandé. Et en fait vous c'est exactement ça, vous êtes un peu les entre guillemets les mouchoirs des brokers et des clients qui viennent râler, qui viennent pleurer. Et en plus de ça, parce qu'on parle de loyauté envers le client et le broker, mais la loyauté broker-sales, on peut en parler aussi. C'est un très très gros problème, c'est-à-dire qu'il y a aussi tellement de sales et le broker des fois il oublie parce que lui, le broker c'est le premier à se plaindre quand un client parle à d'autres agents. Ouais. C'est le premier à se plaindre quand il va dire il m'a demandé toutes ces informations-là et il a closé avec quelqu'un d'autre. Tu me fais la même chose. Ouais, non, mais je suis entièrement d'accord. Tu prends de mon temps. En fait, il faut respecter le temps. Moi, le temps que j'ai investi à donner à un broker, c'est du temps que j'aurais pu donner à un autre broker qui va vraiment travailler avec moi main dans la main. Ouais. C'est comme si, l'image elle est un peu bizarre, mais c'est comme si je vais au restaurant, que je dis je veux des spaghettis bolognaise, le cuisinier il est en train de les faire, finalement je vais aller les manger à côté. Ouais, non mais c'est ça. Tu ferais jamais ça dans la vraie vie. Ouais, c'est ça. Et là c'est exactement pareil. Donc il y a vraiment des côtés négatifs et positifs dans les deux sides, broker, sales. En fait, tu sais, c'est nous en tant que broker, on va aller alpaguer le client en permanence. Et puis tu sais, en fait, on va lui manger un peu la tête. C'est un peu notre métier, tu vois. Mais le commercial, on est d'accord. Et le sales, il fait pareil avec nous, tu vois. Ça veut dire que aujourd'hui, comme je le disais la dernière fois avec Nouria, je trouve, on en reparlera plus tard, mais il y a énormément de sales aujourd'hui. Et les sales, en fait, ils n'hésitent pas à te contacter, que ce soit sur WhatsApp, sur Insta, sur Facebook, sur YouTube. Ils t'envoient des messages. Enfin, ils essayent de te contacter de partout. Et tu as beau leur dire, je suis avec un tel et tout. Non, mais t'inquiète pas, même moi j'ai des meilleures offres et tout ça et ça. Et c'est vrai que si t'es pas loyal, mot qui est très difficile à comprendre à Dubaï par certaines personnes, tu vois. Si t'es pas loyal, effectivement, tu peux vite partir en cacahuète. Et pour en revenir avec Shoba, aujourd'hui nous on travaille ensemble, mais on a commencé à travailler ensemble. Pourquoi? Parce que ma selle ça a quitté. Sinon, jamais de la vie je serais parti. C'est vrai. Voilà, et on me contacte souvent, et souvent je leur dis, je travaille avec un tel, je travaille avec Déco, je travaille avec ci, je travaille avec ça. Mais si tu veux, je viens boire un café avec toi, il n'y a aucun problème. Bon, je bois pas de café. Mais en tout cas, je viens boire un coup avec toi, mais il n'y a pas de problème, mais il n'y aura pas de deal ensemble, tu vois. Oui, et c'est vrai que je respecte ce côté-là parce que c'est ce que j'attends aussi. Donc quelqu'un qui me dit, non, désolé, je travaille avec quelqu'un, je vais pas forcer... Alors là, c'est vrai qu'au tout début, oui, je forçais. Tu sais, quand tu commences, tu es obligé d'avoir au moins quelques brokers, donc bien sûr que tu vas forcer. Mais après, maintenant, je vais pas... Tu as mon numéro. Si un jour tu as besoin de moi parce que tu as besoin de notre sales, je suis là. Mais je respecte aussi le travail des autres et la loyauté que les brokers ont envers ces sales-là. Parce que c'est ce que j'attends aussi, ce que je recherche aussi. Voilà. C'est important. Malheureusement, c'est des choses on est tellement... On est environ 600 sales. C'est-à-dire que c'est la guerre, c'est une arène. Uniquement chez Shoba, là, on parle. Uniquement chez Shoba. Voilà. C'est une arène. C'est-à-dire que très peu d'amis. C'est limite si les gens se disent bonjour entre eux. Vraiment, tu sens qu'on est tous ennemis, on est tous en compétition. Et c'est pour ça qu'en fait, vous allez
vous pouvez plus nous voir parce qu'on vous contacte tous les jours en permanence, mais parce qu'on a une pression derrière de réussir. Et pour réussir, il nous faut plus de bons brokers possibles qui travaillent avec nous. On est obligé de vous contacter tout le temps. C'est bien parce que du coup, ça me permet de faire la passerelle, justement. On avait reçu Diego qui nous disait qu'il y avait une grosse pression chez Object One. Ok. Comment c'est la pression chez Shoba? Chez Shoba je sais pas, j'ai rendez-vous chez mon psy demain. Mais en vrai, la pression, elle est énorme. Mais ça vaut le coup, c'est ça que je veux dire. On n'a rien sans rien, donc ça va être énormément de travail. Vraiment, tu peux faire une croix sur ta vie personnelle pendant un bon moment. Et voilà, travailler, rien lâcher, même si ça vient pas toujours, tu continues, ça va finir par arriver, le travail paye à la fin. Mais beaucoup de pression, parce qu'il faut savoir que quand tu commences, tu as 2-3 mois pour faire tes preuves. Et là, ça va être les 3 mois les plus intenses de ta vie. Parce que tous les jours, tu te réveilles, tu te dis, il faut que je close quelque chose. Ouais. Comment je vais faire? Tu as quoi comme target au début quand c'est 10 millions de dirhams par mois. D'accord. Pour un sales? Un sales. Ok. Voilà. C'est 10 millions de dirhams par mois. Et du coup, quand tu commences, tu te dis, ok, et là... Tu cherches parce qu'il faut que tu cherches des agences et là tu commences à refaire tout ton Instagram, tout Internet, agence immobilière, ChatGPT, s'il te plaît, donne-moi toutes les listes d'agences immo. Et là tu commences, tu appelles et après il faut les convaincre de travailler avec toi parce qu'ils travaillent déjà avec quelqu'un. Forcément. Oui, c'est ça en plus, mais surtout quand tout on est dans une grosse agence. Tout le monde travaille déjà avec quelqu'un. Voilà. Ouais. Donc il faut que tu arrives à faire ta place, il faut que tu leur prouves que même si tu débutes, même si tu es nouvelle, tu as les capacités, tu es là, tu es réactif, tu vas leur donner tout le support nécessaire. Et c'est une pression de fou parce que tu sais que tu peux perdre ton travail à tout moment. Et est-ce que tu penses que le fait d'être une femme dans ce milieu-là, ça aide plus que d'être un homme ou pas? Ça aide comme ça n'aide pas. Ça dépend. J'ai pas envie de dire ça. Mais je vais le dire. Dans ce milieu, on sait qu'il y a des choses pas très nettes qui vont se passer. Il y en a qui sont prêtes à tout pour closer des deals. Ah ouais. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Je suis personne pour juger. Oui. Donc forcément, quand on regarde de ce côté-là, bien sûr, oui, ça va aider, mais bon, à quel prix finalement, j'ai envie de te dire. Et sinon, ça aide pas. Ça dépend parce que tu vois, tu peux très bien avoir un couple d'investisseurs. On sait très bien que souvent, c'est la femme qui décide. Si la femme ne t'aime pas, c'est mort pour toi. Ouais. C'est vrai que femme plus femme, des fois, ça clash un peu. Ouais. Si la femme ne t'aime pas, c'est mort pour toi, tu peux oublier. Alors que si ça avait été un homme en tant que sales, ce serait passé tranquille parce que personne ne se serait senti en concurrence, alors qu'il n'y a aucune concurrence. Chacun fait son travail. Donc ça, des fois, ça peut ne pas t'aider. Ou après, bien sûr, une femme, ça peut ça peut aider parce qu'on va être plus souriante. Des fois, on va être plus douce. On va savoir des fois mieux parler. On est plus dans la psychologie, donc on peut des fois mieux comprendre le client. Et encore une fois, les hommes aussi. Donc ça dépend. Des fois, les femmes vont être moins prises au sérieux. Il y en a qui vont dire non, moi je veux absolument travailler avec un homme, c'est beaucoup plus sérieux. Ok. En fait, le problème, c'est que souvent, l'image de la femme qu'on a, c'est vrai qu'il y a certains devs où carrément, tu vas là-bas, c'est un défilé de mode, tu vois, on va pas se mentir, tu sais. C'est vraiment à la fille qui sera la plus jolie, qui est le mieux sapée, qui est ci, qui est ça. Donc c'est vrai que des fois, on a un peu une image comme ça où on se dit, les gars sont allés recruter des femmes pour pouvoir vendre le plus possible, tu vois. Après... La femme a toujours été vendeur. En vrai de vrai, ça ne changera jamais. Si tu regardes les publicités, même de voitures, on met pas un homme, on met une femme. Oui, c'est ça. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, pour ma part, tu vois, je préfère tout le temps travailler avec des femmes parce que je trouve que la relation homme-femme dans le business, c'est beaucoup plus... Enfin, pour ma part, avec mon expérience que j'ai eue jusqu'à maintenant, Dubaï ou hors Dubaï, je trouve que la relation homme-femme dans le business passe beaucoup mieux que la relation homme-homme. C'est-à-dire que homme-homme, on va montrer un peu qui c'est qui est le plus fort, qui est le plus gros muscles et tout ça, tu vois. Femme-femme, ça va être un peu pareil, parce qu'on sait très bien que les femmes entre elles, ça peut être les pires pestes, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je trouve que la relation homme-femme, pour moi, je trouve que c'est la meilleure relation pour pouvoir créer justement quelque chose de propre et sans arrière-pensée, bien sûr, mais tu peux créer quelque chose de propre, de sain et aller vraiment très, très loin sur une chose comme ça, quoi. Je suis d'accord avec toi, je peux pas te contredire sur ça. Et une femme aussi, on sait faire plusieurs choses à la fois, on est organisé. Je critique pas les hommes. Je critique pas les hommes, eux aussi savent le faire de temps en temps, mais nous, tout le temps. Non, mais c'est vrai, surtout quand tu es dans le sales, que tu as énormément de demandes à droite à gauche, il faut que tu sois très organisé, que tu saches gérer ton temps, que tu puisses répondre à tout le monde et délaisser personne. C'est ça qui est important. Moi, dans toutes mes entreprises, j'ai toujours eu une femme
Déjà pour amener le petit côté féminin, justement pour amener toute l'organisation. Parce que, déjà parce que pour organiser c'est propre, pour accueillir les gens c'est propre. Enfin voilà, tu vois, on est vraiment obligé d'avoir ça. Nous par exemple, tu vois, dans mon agence, on est 100% hommes, hormis l'admin. Ok. Mais tu vois, il manque Oui. il manque un petit truc, tu vois, il manque une petite touche féminine, tu vois, qui fait que tu as une autre vision des choses, tu peux amener autre chose. Enfin, Je bref. suis d'accord. Voilà. Ma question surtout, c'est pour en revenir sur ce métier-là, comment on passe de broker à sales? C'est quoi qui fait le switch? Alors, c'est quoi qui fait le switch? Généralement, c'est quand tu ne réussis pas. On va parler français, hein. Ouais. J'ai exactement ce que j'ai fait. J'ai commencé broker, en pensant comme tout le monde que voilà, ça allait marcher tout d'un coup directement, parce qu'en fait, je m'étais pas bien renseignée, tout simplement. Donc, quand tu te rends compte que tu n'as pas assez de contacts personnels pour vivre de ce métier, moi, j'ai pas voulu forcer plus longtemps, parce que du coup, je devais avoir plusieurs jobs en même temps. Donc, je faisais de l'immobilier, mais pas que. Donc, je travaillais aussi à côté, ce qui était très, très lourd, très, très intense. Donc, je me suis dit, moi, je suis focus sur tel développeur. Je vais aller directement chez le développeur, parce que déjà, c'est très, très formateur. C'est-à-dire qu'en 1 an à Shoba, je pense que j'ai appris ce que j'aurais peut-être appris pendant 10 ans chez une agence, parce qu'il faut savoir que si je travaille avec énormément d'agents, donc je vais rencontrer beaucoup de clients, et j'ai énormément d'échanges, énormément de questions, d'objections, et ça fait réfléchir. Tous les jours, en fait, tu réfléchis, tu apprends des choses, et tu te renseignes, et tu regardes le marché, et des vidéos, et t'apprends aussi directement chez le développeur. On est là, on apprend les projets. Tous les jours, en plus, tu dis la même chose. Et t'es quand même obligé, en même temps, de te renseigner sur ce qu'il y a autour. Ouais. Mais Shoba vous forme? Ou quand tu arrives, t'es non, alors Shoba, on te forme. Quand tu arrives, tu as 3 jours de formation. Uniquement 3 jours? 3 jours uniquement de formation, assez intensive, très, très intensive. Ouais. Et ensuite, ton directeur te forme. Parce qu'on est plusieurs, il y a plusieurs équipes, et tu as donc un directeur. Et lui, il va être là pour toi, il va t'aider, il va te donner tout ce dont tu as besoin. Même, je me rappelle, moi, mon premiers meetings, il les faisait avec moi. Enfin, c'est lui qui les faisait, moi, j'écoutais. Et c'est comme ça que tu apprends. Et tu as toujours tes collègues. Tu vois, il y en a qui vont être là depuis 2 ans, 3 ans. Donc, eux, ils vont t'aider. Quand même, dans une team, on est très soudés entre nous. Tout le monde s'entraide. On a besoin de quelque chose. Il y a toujours quelqu'un qui va venir t'aider. Et donc, c'est comme ça, le switch. Quand tu es chez le développeur, tu as un salaire. Ouais. Donc, salaire. C'est un peu ça qui fait que. Exactement. La plupart du temps, salaire plus commission. Donc, pareil, tu vas quand même beaucoup de stress, beaucoup d'enjeux, mais tu sais que tu vas avoir une certaine stabilité financière, et ça permet de te former énormément. Et je préfère connaître sur vraiment par cœur tous les projets Shoba plutôt qu'un petit peu de tout. Ou à la fin, Oui, c'est ça souvent, quand même nous en tant que broker on nous demande, tu dis il y a certains brokers, tu leur poses la question, et tu travailles avec combien de devs? Ils vont te dire je travaille avec lui, tu vois, ça s'arrête plus, il y a une liste, tu vois. Et c'est vrai que moi pour ma part, tu vois, je me suis dit je me bloque qu'avec certains développeurs, au moins je connais leur projet à fond. T'as du luxe, t'as du très très bas, mais au moins t'en as pour tous les goûts, tu vois. Mais tu peux pas partir dans tous les sens, parce que sinon c'est vraiment Si tu regardes les agences qui ont vraiment réussi, généralement ils sont focalisés sur 1, 2, 3 développeurs grand maximum, et toujours des développeurs renommés avec un grand nom. On sait qu'on achète de la qualité. Déjà qu'un investissement, c'est un risque. Minimise ton risque. Pourquoi tu vas aller acheter chez un développeur dont on n'a jamais entendu parler, alors que tu peux acheter chez un développeur qui est là depuis par exemple 50 ans, 30 ans, qui a déjà livré, on sait que c'est de la qualité. Après le problème, c'est qu'on va pas se mentir aussi, le prix. Mais le prix, par exemple, je vais pas dire les noms parce que moi j'ai ma casquette Shoba, mais il y a un autre développeur qui a une très très grande renommée. Ils font des studios à 600 000 dirhams, pourtant, et on sait que c'est de la très bonne qualité. Oui, bien sûr. Donc je préférerais largement aller vers un projet comme ça plutôt qu'un autre petit développeur. Si c'est pour acheter quelque chose dont on n'est pas sûr ou on ne sait pas, je n'achète pas. En fait, le problème, c'est qu'on nous vend à travers les réseaux sociaux, parce qu'on va pas se mentir, c'est les réseaux sociaux qui nous font vivre. Nous, en tant que broker, je pense que si t'es pas bon sur la communication, effectivement, comme tu dis, la plupart de nos deals, c'est avec des clients qu'on a récupérés par nos propres réseaux, tu vois. Parce que la guerre du leads à Dubaï, c'est la guerre du leads, mais bon, pour avoir des leads de qualité, c'est très difficile. Si le problème, donc, c'est que tous ces brokers-là, pendant ces 2 ans en arrière et encore maintenant, en fait, vont aller te vendre, donc il y a 2 ans en arrière, te vendaient des appartements à 500 000 dirhams, 450 000 dirhams, c'était les prix qu'on avait, avec des taux de rentabilité où on t'annonçait du 16, 17, 18%, voire, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que je parle français, pareil pour les Français, c'est que les Français, en fait, sont restés dans cette image-là. Et on sait très bien que le Français, c'est la première personne, c'est la première nationalité, et là, mais je l'assume entièrement, à qui tu vas lui donner quelque chose, tu ne pourras jamais lui reprendre. Ça veut dire que si tu lui as vendu une fois à 500 000, va lui faire comprendre 6-7 ans après que ce truc à 500 000, il est à 700 maintenant.
et que ton ROI il est plus à 14%, mais il est passé à 7%, tu vois. Le mec, il va te dire, attends, moi j'ai acheté il y a 2 ans ou 3 ans à ça, aujourd'hui je veux la même chose. Et c'est ça qui fait qu'on se retrouve avec des gars qui t'appellent et qui te disent, ouais, mais moi je veux pas mettre moins de 500 000 dirhams pour un appartement, pour un studio. Oui, mais je veux pas aller chez Shoba parce que c'est trop cher. Oui, mais je veux pas aller chez Emar ou Dama qui sont les numéros 1 ici. Ça, c'est des personnes qui ne connaissent pas le marché, qui n'ont pas envie de s'y intéresser, qui n'ont pas envie d'écouter C'est ça. les vrais professionnels qui vont te dire qu'ils sont là pour toi. Ils sont là pour te conseiller au mieux. S'ils te disent ça, si tu sais que tu as confiance en ton broker, il te dit la vérité. Ouais, et les personnes qui disent ça, c'est qu'ils n'ont rien recherché, ils n'ont pas eu le temps, ils savent pas. Et malheureusement, ils ne pourront pas investir. Ouais. Et c'est tant pis pour eux. C'est eux qui ratent le train. C'est pas toi. Non, c'est sûr, on est d'accord. Mais tu vois, regarde. Mais je comprends. Je sais que c'est frustrant. Je te parle d'un de mes clients, je lui fais une petite dédicace, il se reconnaîtra, tu vois, qui investit. À chaque fois que je l'ai au téléphone, il cherche toujours le projet le plus bas possible. Donc moi, je vais lui chercher le projet le plus bas possible parce qu'il veut rien entendre. Tu vas lui dire, on en parlera tout à l'heure de certains quartiers, mais on parlait de Meydan Horizon qui reste quand même un projet intéressant. Bon, moi, c'est pas un quartier que j'affectionne particulièrement, mais c'est un projet qui reste quand même assez intéressant. Ça reste quand même le centre de Dubaï, entre guillemets. Tu vas lui parler d'un projet comme ça, la chose qu'il va te dire, c'est ouais, non, mais c'est des charlots. Non, mais ce prix-là pour un appartement, mais c'est n'importe quoi. Mais patati et patata. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il est resté toujours dans cette optique que pour lui, un studio, ça vaut 500 000 dirhams, mais maximum. Mais tu vas te mettre en galère avec des développeurs que je te dis, l'escroc compte, il arrive 6 mois après. C'est une bataille en permanence, tu vois, pour plein de points différents. Mais il reste toujours dans cette optique de je veux acheter le moins cher possible et je veux toujours trouver le moins cher possible ici à Dubaï. Après, en fait, je ne connais pas ce client, mais je lui fais un petit coucou. Donc le moins cher, pourquoi pas, mais le moins cher d'un développeur de qualité. Je suis d'accord avec toi. Mais après, si on veut toujours le moins cher, après, ça dépend du but recherché. Si le but, c'est juste de faire un investissement comme ça, pas réfléchi parce que c'est pas très cher, ok. C'est exactement ça. Et en fait, c'est le problème qu'on a, et donc qui revient pile pour ce que je te disais tout à l'heure. Le français, on l'a formaté il y a 2-3 ans d'arrière avec des choses. Aujourd'hui, tu veux lui faire comprendre autre chose, mais le cerveau, il est formaté, tu vois. Mais aussi, attention, parce qu'aujourd'hui, donc les vrais brokers veulent leur faire comprendre le vrai marché, mais il y a 70% des autres très très rigolos sur les réseaux qui te vendent un rêve. Oui, mon client a fait 300 000 euros de plus-value en une semaine. Non, mais c'est des choses qu'on voit tous les jours. Et le problème, c'est que ça envahit nos réseaux. Les Français, un Français qui travaille énormément, qui n'a pas le temps de vraiment se renseigner sur le marché de Dubaï, et en plus il n'est même pas là, il va entendre ça, il ne sait plus. Il est perdu. Et forcément, quand toi, tu lui dis non, c'est pas ça, il n'a pas envie d'entendre cette vérité-là. C'est ça, parce que justement, il a été formaté. Mais c'est vrai, tu sais, moi, j'appelle ça les politiciens. Les mauvais brokers. En ce moment, c'est la politique, tu vois. En ce moment, tu as un gars qui va aller se clasher avec un autre gars. Il va te faire, il est en train de vous dire qu'il y a ci, qu'il y a ça, mais non, c'est pas comme ça, on vous dit n'importe quoi. Et l'autre, il va dire, ouais, non, mais l'autre, il vous a dit que ça et tout. Tu vois, j'appelle ça de la politique. C'est la politique en France. Oui, regardez ce qu'il fait lui, machin. Mais moi, j'irais du coup chez ni l'un ni l'autre. Mais pour moi, c'est red flag. Travaille déjà ton image. Voilà. Enfin, red flag total. Et on a des gars qui te vendent des... Alors, moi, tu vois, je suis pas trop comme ça. Tu le sais, les gens le savent. Je suis pas trop allé clasher pour aller dire, ouais, lui, il dit ça. Mais des fois, j'entends de ces absurdités. Mais comme je dis, mais c'est les vedettes, quoi. Oui. Ils t'annoncent des rentabilités à 14%, mais dans des quartiers comme Dubailand ou comme Jumeirah Village Circle, où on t'annonce ça, où on te dit, oui, allez acheter des maisons que je citerai pas, tu vois, mais dans un quartier qui est très connu. Allez acheter des villas là-bas, vous allez faire 200% de plus-value. Et les gars, ok, on est à Dubaï. Il y a 10 ans en arrière, tu pouvais faire ça. Aujourd'hui, on est bien d'accord que non. Aujourd'hui, il faut quand même redescendre sur terre. Et que ce soit du Shoba, du Damac ou du promoteur le plus bas, tu feras jamais plus de 12-13%. Déjà, si tu fais du 7% de ROI, tu seras déjà très content, tu vois. Mais, encore une fois, le client a été formaté par toutes ces conneries sur les réseaux. Et donc, aujourd'hui, pour lui faire enlever ça de la tête, c'est très difficile. Oui, et c'est pour ça qu'il y a aussi énormément de personnes qui se retrouvent dans une situation très, très délicate à cause de ces fameux brokers qui vont donc vendre mondes et merveilles, parce que moi j'en entends beaucoup. Il y a aussi pas mal de clients qui reviennent vers moi et qui me disent on m'avait dit ça, et que ça vienne des brokers ou des sales, attention, je juge pas que les brokers. Et ils se retrouvent dans des situations terribles où ils n'ont plus d'argent pour payer parce qu'on leur a promis qu'ils allaient par exemple revendre leur appartement. On leur a dit vous inquiétez pas, vous n'avez pas l'argent, c'est pas grave, vous avez 30%, parfait, vous payez 30%, vous le revendez directement avec une super plus-value. C'est faux, déjà il va te falloir du temps avant de le revendre, même si tu as le meilleur
meilleur projet, ça va prendre quelques mois. Il faut réfléchir, il faut jamais investir en disant qu'on va le vendre du jour au lendemain, c'est pas vrai. Et ça met énormément de personnes dans des galères parce qu'ils ont plus l'argent, ils doivent revendre. Donc ils revendent quoi? Below OP price, donc sous le prix auquel ils l'ont acheté, et ça tue le marché. Ouais, mais le broker, il s'en fout, il a pris ça comme. Et oui, mais c'est ça le problème. Il faudrait, si j'avais la possibilité de faire un ménage, je le ferais. Ouais. Mais de toute façon, le ménage, il va se faire tout seul, tu sais. Je pense que je dois être un des brokers. Alors, je me fais pas gonfler les chevilles ni rien, mais j'ai toujours été dans n'importe quel métier que j'ai exercé, parce que ça, c'est encore un gros débat. Les gens disent, tu entends certains brokers qui te disent, mais t'as l'impression qu'ils sont nés brokers, tu vois, c'est-à-dire, genre, il est sorti du ventre, il était broker à Dubaï direct, tu vois, c'est-à-dire, non, on avait une vie avant, on a une vie à Dubaï. Voilà, quand on arrive à Dubaï, on recommence à zéro. Quand je parle, donc moi, j'ai la chance de m'entendre bien avec beaucoup de brokers. Chose qui n'existe pas beaucoup à Dubaï quand même, parce que la plupart du temps, les brokers, ils vont se clasher entre eux. Et quand je parle avec les brokers, tu vois, on a tous cette même vision. Je sais qu'il va y avoir le ménage. Tu vois, aujourd'hui, pour moi, j'ai l'impression d'être, tu sais, en France, il y avait le MLM, ça existe encore, tu sais, les choses pyramidales où tu vas faire rentrer ton pote pour prendre de la thune, ainsi de suite, ainsi de suite. Et au bout d'un moment... J'ai même vu une agence qui faisait ça. Ouais, il y en a qui font ça. Et donc, en fait, tu vois, au bout d'un moment, tu te rends compte que le mec qui arrive en dernier, il a plus de thune, il s'en va, tu vois. Oui. C'est exactement ce qui va se passer ici. C'est-à-dire que le monde du broker, il va bouger. Parce que le monde du off-plan va réduire au fur et à mesure. Le secondary va prendre la place. Les gens qui font que du off-plan, à qui on leur a juste dit, tiens, tu vas là et tu vends ça et rien d'autre, ils n'ont aucune capacité à aller vendre du secondaire parce qu'on leur a juste dit de dire, tu vas faire 40% ici ou 50% là. Ils n'ont aucune connaissance. Il va y avoir moins de deals. Donc forcément, ça va faire le ménage. Je me permets de dire que le marché secondaire, c'est aussi un super marché. Ah ouais, moi j'aime beaucoup. Moi, c'est pas quelque chose que je vends. Moi, je suis surtout sur le off-plan, mais c'est quelque chose que je connais, je m'y intéresse aussi, et c'est non négligeable. Ouais. Moi, j'aime beaucoup le marché secondaire parce qu'en fait, tu visites du concret, tu vois. Et souvent, en plus, tu visites des jolies choses. Tu vois. Voilà, on a fait du marché secondaire sur des grosses villas. Franchement, c'est incroyable. Tu vois, ça fait rêver. Ça fait rêver, tu vois, dans des appartements au Kempinski, à Downtown ou des choses comme ça. Enfin, tu te dis, waouh, tu vois. Il y a du potentiel sur le secondaire. Il faut juste être patient. Énormément de potentiel. Voilà. Il faut être patient, il faut laisser passer la vague de petits brokers, entre guillemets, tu vois. Et dans quelques années, j'espère, on sera à nouveau là, ici, toi et moi, et on discutera de ça. Et la vague sera passée, et voilà, on aura fait passer les choses un peu tranquilles. Clients, il faut vraiment qu'ils soient conscients qu'il ne faut pas écouter tout le monde, et c'est OK de donner son numéro à plusieurs personnes, mais ensuite, il faut vraiment poser les bonnes questions, se rendre compte du sérieux ou pas, si on vous promet quelque chose. 20, 30%, et vous allez revendre après 30% directement. Non, il faut vraiment aller chez le développeur sérieux, et le développeur sérieux, le broker sérieux, le garder. Et on va parler clairement, il y a énormément de brokers qui vont te vendre un projet en fonction de la commission. Combien de fois j'ai entendu un broker dire « je vends ça parce qu'il y a 9% de com ». Ouais, c'est ça le problème. Tu sais, je suis allé chez un dev, on va pas citer le nom, qui a fait un lancement à Arjan. Comme ça, au moins, vous pourrez chercher et voir un peu ce que c'est. Qui a fait un lancement à Arjan, donc 5% de commission, c'est ce que tout le monde donne en moyenne. Là, du coup, ils offraient 6, ok. Si tu vendais un one bed, ils t'offraient 1% de plus, t'étais à 7. Et c'était ton premier deal, ils t'offraient 2% de plus. Donc, tu passais 7 pour un studio et 9 pour un one bed, tu vois. Bon, c'est l'appât du gain, on est bien d'accord. Mais effectivement... Et c'est dommage. C'est tellement dommage. C'est tellement dommage que les brokers, ils sont que par la commission, et c'est leur travail, et ils méritent cette commission-là, parce que c'est un gros travail, ce que vous faites, de trouver un appartement, un investissement le meilleur pour qu'ils gagnent le plus d'argent possible. Mais c'est dommage qu'il y en ait qui aient un peu trop l'argent dans le cœur, et ils vont choisir le projet en fonction de la commission et pas en fonction de l'intérêt de son client. Et c'est dommage, parce qu'en plus de ça, il va perdre le client. Une fois qu'il aura la remise des clés, il va se rendre compte qu'il aurait pu faire un meilleur investissement, et peut-être au même prix. C'est toujours le même problème. En fait aussi, on est bien d'accord qu'à Dubaï, pour vivre, il faut de l'argent. Évidemment. On va pas se mentir. Il en faut beaucoup. C'est pour ça qu'on part. Voilà. Donc, il en faut beaucoup. Oui. Et donc, c'est vrai que l'appât du gain dans le monde immobilier peut être très facilement, très, très difficile à vivre, selon certaines choses, tu vois. C'est-à-dire que, voilà. Évidemment. Si t'as pas la tête sur les épaules, l'argent peut vite te faire tourner la tête. Tu peux aller prendre l'argent de ton voisin sans aucun scrupule. Moi, je pars du principe que, tout est déjà écrit. Chacun a son destin. Si tu dois réussir, tu réussiras. Et si t'es une mauvaise personne, peut-être que tu vas gagner à un moment donné, mais il y a un jour où tu vas tout perdre. Parce que t'auras été une mauvaise personne. Et c'est pour ça que je pense que l'honnêteté, c'est la meilleure qualité que tu puisses avoir, et c'est comme ça que tu vas réussir. C'est vraiment en étant honnête et en faisant le bien, en fait, autour de toi. Mais tu sais, j'avais une petite mamie qui
qui me disait, mais je te parle de Petite ça, mamie. ça fait longtemps, hein, parce que regarde, aujourd'hui j'ai 40 ans, mais j'avais 15 ans quand j'ai commencé à travailler. Et j'avais une petite mamie qui venait toujours au camion à pizza où j'étais, sur un petit camion de quartier. Elle me demandait ça va et tout. Je dis ouais, bah, c'est un peu dur, on travaille pas beaucoup, parce que c'était vraiment dans un petit quartier. Elle me disait, mais vous savez, il vaut mieux prendre son temps, monter tout doucement, parce que plus vous allez monter vite, plus vous allez vous casser la gueule vite et ça fera mal. Exactement. Et j'ai toujours eu cette image Elle en avait tête, tu raison, vois, de la ces petite petites mamies. mamie. Elle avait raison, la petite mamie, voilà. Donc aujourd'hui, on essaye de bâtir toujours au fur et à mesure, on essaye de mettre les choses. De toute façon, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Non, c'est sûr. On peut pas atteindre le sommet en une seconde. D'abord, il faut gravir la montagne. Non, petit voilà, à petit, on avec est du bien travail dur et acharné. C'est ça. Et après, Une bonne base et après on y va. Ouais. Évidemment, bon, bah, c'est quand même le podcast de Marie, on a besoin de savoir un peu qui c'est Marie un petit peu Ok. plus. Ton plus gros défaut? têtu. Très têtu? Oui. Il y en a un qui va rire en voyant ça. C'est difficile pour la négociation du coup. Non, mais j'écoute, mais je suis têtu. Ok. Ta plus grosse qualité? Gentille, honnête. Ton quartier préféré? City Walk. C'est là où tu es du coup? Oui. Celui où tu mettras jamais les pieds? Oh, c'est compliqué ça. Oh là là. Où je mettrai jamais les pieds. JVC. Ah ouais? J'aime pas. Pourquoi? C'est tout en rond et tout. Ça me plaît pas. D'accord. Beaucoup d'embouteillages. Mais en vrai, j'aurais pu aussi te dire la marina. Horreur Ouais. de la marina. La marina, on y va tous quand on est touriste, après on met plus les pieds. Trop d'embouteillages, les feux rouges et tout, je peux pas. Ce qui te plaît le plus à Dubaï? Le soleil et pas d'impôts. Ah. Désolée, j'en ai mis 2. Ce qui te plaît le moins du coup? Ce qui me plaît le moins, ma famille n'est pas là. Est-ce que On tu te continue. rappelles de ta plus grosse com et si tu veux le dire ou pas, et qu'est-ce que tu as acheté avec? Je crois que c'était un peu plus de 100 000 dirhams, quelque chose comme ça. Et j'ai absolument rien acheté, j'ai mis de côté. D'accord, ok. Pour Parce réinvestir que après. je trouve qu'on est dans l'immobilier, moi aussi j'aimerais investir, mais vu que je veux pas investir non plus dans n'importe quoi, je préfère... Moi, je suis quelqu'un de très rationnel et j'aime bien être sûr. Donc moi, je mets de côté, je vais pas foncer m'acheter la dernière voiture. D'accord. Non. Ok. Comment tu vois ton avenir à Dubaï toujours? Je pense, oui. J'espère créer ma famille ici à Dubaï en ayant la possibilité et voilà, cette qualité de vie de pouvoir partir 2-3 mois en Europe si je le souhaite. Ok, super. Et évidemment, ma dernière question, donc Marie, c'est la belle blonde de Shoba, mais la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Marie est un cœur à prendre? Non. C'était la réponse finale. Voilà. Euh, Mais on peut quand même travailler ensemble. On peut quand même travailler avec Marie. Évidemment, bon ben Marie, déjà, merci d'être venue. Avec Ça grand m'a fait plaisir. Super plaisir. Moi aussi. J'espère pour un prochain podcast, pour parler encore J'espère. d'autres choses, parce que c'est passé Mais oui, parce que super je vite. parle beaucoup et il faut me couper en fait. J'ai encore plein de choses à dire. Eh ben, Voilà. on s'en refait un très rapidement. Avec grand plaisir. Merci à tous. Restez connectés. Broker in Dubaï, ça continue, bien évidemment. Merci beaucoup. Merci Marie.